il décidait du sort de milliers de personnes d'un seul ordre. Sur son commandement, des gens étaient chassés de leurs maisons. Des trains partaient vers les camps de la mort. Et le camp allemand de Plaszow, sous sa direction, devint une usine de terreur et de pillage. Membre précoce du NSDAP et officier SS, il fut nommé au début de 1943 commandant dans le cadre de l'opération Reinhard, un programme d'extermination de masse sur le territoire polonais occupé. On lui remit le pouvoir de déporter, de fusiller et d'attribuer de force la main-d'œuvre. Les rapports louaient son ordre et son efficacité. Des centaines de gardes lui étaient subordonnés et il dirigea la liquidation du ghetto de Cracovie et l'envoi de personnes à la mort. Mais pourquoi alors un exécutant commode fut-il stoppé par les siens? Qui a arrêté le commandant avant même la fin de la guerre? Et qu'a révélé le procès public à Cracovie? Cette vidéo est consacrée à Amon Goeth. Vous verrez comment il a obtenu le pouvoir et comment il l'a exercé, comment fonctionnaient les mécanismes du camp et du pillage systématique, pourquoi la SS a lancé sa propre enquête et comment tout s'est terminé, par un verdict et une exécution. Avant de commencer, une petite demande. Chers spectateurs, indiquez en commentaire votre âge et pourquoi l'histoire de la Seconde Guerre mondiale vous intéresse. Cela nous aide à mieux comprendre notre public et à améliorer nos vidéos. Merci d'avance. Février 1943. Amon Goeth arrive à Płaszów, un quartier à la périphérie sud-est de Cracovie. Ici, on installe un grand camp de travail forcé sur l'emplacement de 2 cimetières juifs. Płaszów est placé sous l'administration des camps de la SS et sous l'autorité locale de la SS et de la police à Cracovie. En clair, à l'intérieur du périmètre, en Płaszów, le commandant dispose d'un pouvoir presque illimité et d'un lien direct avec ceux qui organisent les déportations vers Belzec, Sobibor, Treblinka et Auschwitz. Les tâches sont nettes et d'une extrême dureté. Premièrement, étendre le camp, construire des baraquements, des clôtures électrifiées, des miradors et des zones de réception des nouveaux détenus. Deuxièmement, établir un flux régulier de main-d'œuvre gratuite pour les besoins du Reich, couture, travail du bois, métallurgie et carrière. Troisièmement, nettoyer Cracovie, liquider le ghetto, sélectionner les détenus aptes au travail et envoyer les autres par train à l'extermination. Tout repose sur des registres, des rapports et des demandes régulières de réapprovisionnement en main-d'œuvre. Une fois de plus, les nazis montrent que les chiffres sur le papier priment sur des vies humaines. Les méthodes sont celles du système concentrationnaire allemand. La menace d'exécution publique comme outil de contrôle et d'obéissance. Des unités SS et des formations auxiliaires assurent la garde. Le contrôle interne est confié aux capots, détenus surveillants choisis pour leur rendement. Pour des manquements mineurs, suppression de rations, cellules disciplinaires ou travaux les plus pénibles. Pour une tentative d'évasion ou une désobéissance, fusillade. Les exécutions se déroulent devant les détenus. La peur comme éducation afin d'étouffer la parole et la solidarité. Tout contact avec l'extérieur est interdit. La ration est maigre, juste de quoi se présenter au travail le lendemain. Quiconque cesse d'être efficace par maladie, coup ou exécution est inscrit dans les registres comme inapte. Sa place est comblée par de nouveaux convois et de nouveaux captifs. Ainsi naît le fonctionnaire idéal, une personne qui réunit la terreur, la bureaucratie et le profit. Et Amon Goeth remplissait parfaitement ce rôle. Ce mélange deviendra plus tard son piège. Le système n'a pas besoin de lui comme visage, mais comme outil. On le met à l'épreuve pendant des années. Expulsion, escorte de trains de déportation, nettoyage dans villes et villages. Il montre sa qualité principale, il exécute les ordres sans question et sans délai. Au début de 1943, on lui confie un nouveau secteur, un camp près de Cracovie. Officiellement, c'est un camp de travail. En réalité, un nœud de tri. Certains partent aux travaux forcés, d'autres montent dans des trains pour l'extermination. Le projet est simple et terrifiant.
transformer la périphérie urbaine en chaîne industrielle. Pour cela, le commandant reçoit un pouvoir quasi total à l'intérieur du périmètre. Il fixe le règlement, désigne les punitions, décide qui parmi les arrivants reste et qui entre sur les listes de transport. Les autorités civiles n'ont pas le droit d'intervenir. Toute plainte venue de l'extérieur s'arrête à la porte du camp. D'abord, Amon Goeth remodèle l'espace. Il enlève les anciennes clôtures, installe double barbelés, miradors et projecteurs. Les baraquements sont saturés au maximum. Là où vivaient 80 personnes, vivent désormais 3 à 4 fois plus. Appel à l'aube et le soir, tout écart de comptage est traité comme une préparation de sabotage. Les normes de travail augmentent, ateliers de couture, cordonnerie et métal tournent du petit matin au crépuscule. Les plus épuisés sont envoyés aux carrières de tiers. Ainsi, le camp alimente l'économie de guerre tout en brisant les vies des détenus. En parallèle, Amon Goeth met en place une chaîne de profit. Tout ce qui est saisi aux nouveaux arrivants, des montres aux meubles, doit aller au fond de l'État. En pratique, une partie des valeurs disparaît en route. Des caisses se perdent. Certaines cargaisons finissent dans des appartements privés. Ce n'est pas encore le cœur d'un dossier, mais la graine d'une future enquête pénale est semée. Ensuite vient l'extension de la ressource. Pour remplir le camp et tenir les objectifs de transport, il prend en charge la liquidation des quartiers juifs de la région. Le plus grand est Cracovie. Là, il coordonne les cordons, la sélection et l'embarquement dans les wagons. Sur la place, des médecins pour une commission formelle. Sur les voies, des trains aux portes closes. Il impose le rythme. Des actions rapides et agressives des soldats des SS signifient moins de tentatives de se cacher et moins de témoins du crime en cours. Amon Goeth suivait un schéma unique, rassemblé, isolé, expédié. Place du marché, gare, cour des casernes, les décors changés, pas les mécaniques parfaitement réglées. À la fin de juillet et au début de juillet 1942, une grande opération eut lieu à Tarnów. La population fut conduite vers des points de rassemblement. Puis venait la sélection, certains pour le travail forcé, d'autres pour les trains. Les enquêtes d'après-guerre décrivent des dizaines de trains partant vers l'Est, vers des camps d'extermination. À l'automne, des opérations similaires balayèrent Bochnia, Wieliczka, Jasło et d'autres villes du district de Cracovie. La méthode était la même, bouclage soudain, liste dressée rapidement, escorte armée jusqu'à la gare, chargement dans des wagons de marchandises. Pour mars 1943, ce fut le tour du ghetto de Cracovie. La liquidation se déroula en 2 phases. D'abord, la déportation de ceux jugés inaptes au travail, puis le reste après un second contrôle. Le commandement était sur place et la coordination ferroviaire préparée en amont. Témoignages et documents montrent que des milliers de personnes furent envoyées vers les camps de la mort. Une partie transférée à Placeau pour le travail forcé. Les tentatives de se cacher dans caves et greniers furent brisées par des fouilles allée par allée et cour par cour. Goeth coordonnait aussi l'essentiel administratif, listes, mentions d'aptitude, quotas par gare de départ. Cela ressemble à de la paperasse, mais les destins passaient par là. Une ligne décidait si quelqu'un rejoignait une colonne de travail ou partait dans un train scellé. Détail clé, après chaque opération venait l'effacement des traces, confiscation totale des biens, démontage des logements, enlèvement des archives. Ainsi se forgea sa réputation d'exécutant. Il réunissait vite police, chemin de fer et administration du camp. Pour le système, moins de ratés et plus d'envois à l'heure. Pour les gens sur la place, cela ne signifiait qu'une chose, un aller sans retour. Il renforce le camp et en parallèle met en place un circuit personnel d'enrichissement. C'est un nouveau niveau de pouvoir, disposer non seulement des personnes, mais aussi de leurs biens. Selon les règles, tout ce qui est confisqué doit être inventorié puis envoyé dans des dépôts de l'État. En pratique, le commandant crée un deuxième circuit. Le tri des objets de valeur commence avant l'inventaire. Montres,
or, porcelaine, tapis, tableau. Les scribes perdent des lignes dans les registres. Les gardes déplacent des caisses nécessaires hors de l'entrepôt. Les chauffeurs les livrent dans des locaux extérieurs. Une partie reste chez Amongut. Meubles d'appartements saisis, services de table, vin cher. Tous les travaux domestiques sont effectués par des détenus. Cuisiniers, tailleurs, chauffeurs. Et cela viole déjà directement les instructions internes de la SS. Viennent ensuite les transports. Des lots partent en Autriche dans des wagons officiels. Les papiers indiquent une cargaison pour l'État, mais en réalité, ils vont à des adresses de proches. Le dispositif exige des complices, petits officiers, magasiniers, cheminots. En échange, ils reçoivent leur part en argent ou en nature. Pourquoi cela devient-il un problème pour les siens ? Dans le système nazi, le pillage n'est autorisé qu'au profit de l'État. Lorsque des envois de valeurs se volatilisent en route, c'est déjà un vol au Reich. Les incohérences s'accumulent. Les numéros de caisse ne correspondent pas aux inventaires. Des wagons contiennent des colis sans bordereau. Des objets portant la marque de l'ancien propriétaire réapparaissent sur le marché. À l'été 1944, un wagon est intercepté lors d'un contrôle. Argenterie de famille, porcelaine coûteuse, montre gravée. Les documents mènent à Plaszow. Le juge SS Georg Konrad Morgen prend l'affaire. C'est lui qui, alors, combat la corruption dans le système des camps. Ses collaborateurs interrogent magasiniers et chauffeurs, consultent les registres de garde et les connaissements. Le tableau se dessine vite. Il ne s'agit pas de vols isolés, mais d'un système parfaitement organisé. Mais une fissure apparaît dans ce système. Le 13 septembre 1944, le commandant Amongut est placé en détention à son domicile. Et ce n'est pas encore la fin. Viendront la tentative de procès interne, l'effondrement du Reich et un procès public dans la Cracovie d'après-guerre. À l'été 1944, des contrôles internes commencent dans les camps. Les SS recherchent des détournements et des circuits privés sur fond de pénurie et de disparition d'importantes valeurs. À Plaszow arrive le juge des SS, Georg Konrad Morgen, un officier spécialisé dans les affaires de corruption du système des camps. Sa méthode est simple, pas de rumeurs, uniquement des papiers. Il recoupe inventaire des biens confisqués, registre de délivrance, lettres de voiture du chemin de fer et déposition de scribes et de magasiniers. Le tableau se dessine vite. Bijoux et objets qui, selon la règle, doivent rejoindre les dépôts du Reich disparaissent avant enregistrement. On découvre un canal privé d'évacuation. Tapis précieux, porcelaine, tableaux, fourrures, montres. Une partie part en voiture de service, une autre comme fret officiel par rail. Dans la maison du commandant, on trouve des meubles confisqués, de la vaisselle, des vins. Des détenus assurent le service domestique. Cuisiniers, chauffeurs, personnel. C'est une violation directe des ordres. Le travail des détenus n'est autorisé que pour les besoins du camp et de la guerre. Voici le paradoxe central. Disons-le clairement, on ne contrôle pas le commandant pour les meurtres de masse en tant que tels. Le système les exige. On le contrôle pour vol au détriment de l'État et abus d'autorité. Dans la logique du Reich, c'est une atteinte au trésor et une désorganisation. Morgen constitue le dossier. Procès-verbaux de perquisition, reçus de garde, lettres de voiture ferroviaire, explications écrites des adjoints. Des témoins émergent parmi scribes et chauffeurs. Qui a reçu, qui a transporté, ce que contenaient les caisses. 3 conclusions s'enchaînent. Première, le commandant a transformé le flux de confiscation en revenus personnels. Deuxième, il a monté un réseau de complices, des officiers subalternes jusqu'aux intermédiaires civils. Troisième, il a employé des détenus pour son service et celui de ses invités. Pour les SS, cela suffit. Après l'arrestation du commandant Amongeff, Plaszow reçoit une nouvelle direction. Les enquêteurs dressent l'inventaire de ses biens et saisissent tous les papiers et lettres de voiture. La bifurcation morale est dite à voix haute.
Dans une machine d'extermination, ce qui est puni, c'est ce qui enfreint les règles de la machine. C'est crucial pour comprendre la fin de cette histoire. L'arrestation n'a été que le début. La machine administrative s'est mise en marche. Enquête interne, inventaire, transfert des dossiers. Le commandant a été suspendu par ordre de l'office judiciaire principal de la SS. Une commission a pris les clés des dépôts et des coffres. Une équipe d'enquête est entrée sur le site. Le camp a continué de fonctionner. Le système ne dépendait pas d'un seul homme. Concrètement, les enquêteurs ont scellé les bureaux et saisi les registres d'arrivée des trains, les cartes de travail et les livres de magasin. Ils ont reconstitué la chaîne des valeurs. Qui a reçu, qui a enregistré, qui a transporté les caisses. Les gardes ont déposé, les scribes ont rapproché les totaux des expéditions par chemin de fer. Le dossier est parti à l'office judiciaire principal de la SS, qui a rédigé des chefs de service, détournement de biens de l'État, falsification de documents, utilisation de détenus à des fins privées, abus d'autorité. Et parallèle, on a réglé la gestion. Plassau a reçu un nouveau commandant. Les sources mentionnent Arnold Bucher. L'aide de camp et le chef de l'intendance ont été remplacés. Pour veiller à l'ordre, l'état-major a été renforcé par des officiers du ravitaillement éprouvés. Les ateliers ont poursuivi selon les plans antérieurs, mais le régime s'est durci. Comptabilité plus stricte, interdiction des ordres personnels, rapport supplémentaire pour chaque baraque et chaque colonne de travail. Le statut de l'intéressé est resté en garde de la SS. En raison de graves problèmes de santé, les rapports évoquent un ulcère et d'autres complications, l'ancien commandant a été transféré à l'hôpital. Il n'y a pas eu de jugement. Le front s'approchait du gouvernement général, les priorités ont changé et plusieurs dossiers ont stagné. Manque de temps, de personnel et de liaison. À la fin de l'année, son dossier et les pièces à conviction dormaient dans les archives du service, tandis que le système des camps se réorganisait en vue d'une évacuation. Pour les détenus, peu de choses ont changé. Les convois ont continué, la sélection pour le travail a suivi les anciennes règles. Les colonnes ont pris la route de l'Ouest. Plassau est passé de point de concentration à nœud de transit. Certains ont été envoyés vers d'autres camps, d'autres vers des chantiers et des objectifs militaires. Le premier plan n'était pas l'affaire du commandant, mais l'évacuation envisagée en cas de rupture du front. L'enquête interne de la SS n'était pas un procès pour meurtre de masse. Elle visait les pertes pour le trésor et la discipline. Le système a sanctionné une défaillance interne sans arrêter la machine. La suite s'est jouée ailleurs. Un tribunal d'État après la guerre, des documents, des témoins et un verdict public à Cracovie. Les portes du tribunal sont ouvertes, les témoins sont dans la salle, les dossiers sur la table. Pour la première fois, l'ancien commandant est jugé non pas d'après des rapports d'ordre, mais d'après ce qu'il a fait aux êtres humains. À la fin d'août 1946, à Cracovie, le tribunal national suprême, juridiction spéciale polonaise pour les crimes nazis, ouvre ses travaux. Bien que l'ancien commandant Amon Goeth ait échappé de justesse à la vengeance des siens et soit tombé en captivité américaine, son sort ne s'est pas amélioré. D'anciens détenus l'ont reconnu et il a été extradé vers la Pologne pour y être jugé sur d'autres chefs d'inculpation. La formule de l'accusation est simple. Crimes contre les civils, meurtre et traitement cruel des détenus du camp de Plaszow. Participation à la liquidation du ghetto de Cracovie et aux déportations depuis les villes proches. Pillage systématique des biens des victimes. Le tribunal démonte le mécanisme couche après couche. D'abord, les documents. Ordre signé, liste de trains, registre du camp, procès-verbaux de saisie. Puis, les témoins. Anciens détenus, cheminots, scribes, gardes subalternes. Leurs dépositions sont confrontées aux pièces et aux plans des lieux. Pour le public, l'essentiel est la logique. Non qui a entendu quoi, mais la chaîne ordre, action, résultat. Les juges exigent du concret. Date, lieu, nom. Qui a ordonné le feu? Qui a établi les listes?
qui a réceptionné les biens. La défense est classique. L'accusé n'a fait qu'obéir aux ordres. Il ignorait beaucoup de choses. Le ministère public répond de deux façons. Premièrement, des ordres signés par lui et des rapports sur la réussite des tâches. Deuxièmement, des épisodes d'implication personnelle confirmés par des témoignages indépendants. Le tribunal constate, le pouvoir du commandant était réel, les décisions délibérées, les conséquences mortelles. Le verdict tombe rapidement. Début septembre, coupable des principaux chefs et peine de mort par pendaison. Le 13 septembre 1946, la sentence est exécutée dans la cour de la prison de Montelupice à Cracovie. Il n'exprime aucun repentir. Le corps est incinéré afin qu'aucun lieu de pèlerinage pour néo-nazis ne voit le jour. Amon Goeth n'était qu'un rouage du système. C'est l'officialisation publique du fonctionnement de la machine d'extermination. Ordre, transport, sélection, pillage, peur. Le tribunal rappelle au public l'essentiel. Obéir aux ordres n'efface pas la responsabilité personnelle. Et les pièces et témoignages permettent de reconstituer le parcours du crime du bureau jusqu'au portail du camp. Aujourd'hui, le site de Plasov est un complexe mémoriel avec des marqueurs des lieux d'exécution. Des expositions sur le camp et la ville occupée sont présentées au musée de Cracovie et à l'usine d'émail d'Oskar Schindler. Si cette vidéo vous a plu, un j'aime nous aidera beaucoup. Notre chaîne propose de nombreuses autres vidéos sur la Seconde Guerre mondiale. Abonnez-vous et regardez nos autres contenus d'histoire. Merci de votre attention et bonne journée.